Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal. Aujourd'hui, à l'occasion des élections municipales de 2026, nous recevons 4 invités dont le parcours passé ou actuel leur confère une expertise qui va nous permettre de mieux comprendre les enjeux et le fonctionnement de ces élections à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, pour l'occasion, nous recevons Monsieur Alexandre Gallez. Monsieur Gallez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc aujourd'hui, le but de l'entretien, c'est de rendre accessibles et compréhensibles les élections municipales de Aix-en-Provence. Donc pour vous présenter auprès de nos spectateurs, vous êtes depuis 2020 chargé de mission à la mobilité pour la métropole et vous êtes également un ancien élu local et assistant parlementaire. Exact. Ma première question, Monsieur Gallez, comment est-ce que cette expérience multi-échelon vous accorde tel un regard spécifique sur les enjeux de ces élections municipales, notamment à Aix-en-Provence? Alors, c'est d'abord l'expérience d'élu ne m'a jamais détaché d'une vie professionnelle. Il faut savoir qu'avant d'être à la métropole en 2020, avant j'étais au conseil régional comme salarié également, comme chargé de mission également. Donc j'ai jamais rompu la vie professionnelle et la vie publique, même si c'était à temps partiel, même si c'était aménagé. Et donc cette expérience fait que lorsque j'ai été élu local, mon expérience administrative m'a servi et vice-versa, quand je suis revenu et retourné en abandonnant les fonctions publiques et politiques qui étaient les miennes, dans l'administration, ça me sert aussi, je pense être utile à mes collègues d'ailleurs au demeurant. Pour autant, la vie publique, elle a beaucoup évolué en 20 ans. Et elle est totalement différente de celle que j'ai connue à mes débuts. Vous rappeliez mon parcours d'assistant parlementaire, je vous parle d'une période qui part des années 90, début des années 90, vous voyez, donc ça remonte un peu à loin, j'ai un certain âge maintenant, et au fur et à mesure des années, des mandatures qui sont passées au sein de la municipalité d'Aix-en-Provence comme élu, j'ai vu l'évolution de la société et aussi l'évolution de la façon dont on parlait de la politique, dont on faisait de la politique. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une différence profonde entre l'ancien et le nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, hein, je ne juge pas, mais je le constate. Très bien. Pour introduire justement la thématique des élections municipales, je pense que vous avez peut-être vu le sondage qui est sorti dans la Provence ce vendredi 13 février. Donc pour rappel, il a annoncé Sophie Joissains avec 34% des intentions de vote. Au premier tour, oui. Premier tour, suivi de 21% par le Parti socialiste avec Marc Pénat, qui est lui-même suivi de très près par Jean-Louis Gégère, membre du RN, avec 20%. Ma question, du coup, c'est quel regard est-ce que vous portez sur ce sondage du coup, qui est sorti ce vendredi ? Les sondages sont toujours à prendre avec précaution. Parfois ils se trompent, parfois ils ne se trompent pas. La réalité, c'est qu'il y a toujours eu à Aix-en-Provence 3 blocs ou 2 blocs, en gros, qui étaient, à une époque, c'était la gauche, la droite, au sens large. Et puis, dans les années 80, il y a eu une percée, il ne faut pas l'oublier, une percée alors, à l'époque, c'était le Front National, c'était pas le Rassemblement National. Donc, selon les époques, ont eu des hauts et des bas. Ils sont montés à 18%, il me semble-t-il, à une époque. Ensuite, ils ont plutôt, des fois, ils ont franchi la barre des 10%. Ça a été le cas, par exemple, en 1989. Ce qui a permis, d'ailleurs, à Jean-François Picheral, à l'époque, de passer en triangulaire, comme on dit. Ce qu'il n'a pas fait, d'ailleurs, en 95, puisqu'en 95, c'est pas la triangulaire qu'il a fait gagner, même s'il y en avait une. C'était différent. Et de la même manière, il y a parfois eu des listes qui ont fait très peu et qui ont permis, par exemple, en dessous de 9, un duel en 2001 entre Marie Joissains et Jean-François Picheral à l'époque. Picheral qui était membre du Parti Socialiste, oui, qui était membre du Parti Socialiste. Et sénateur, par ailleurs, d'Aix-en-Provence également. Et des Bouches-du-Rhône, plutôt, on dit ça comme ça. Il y a toujours eu une droite un peu radicale ou de droite dure, on va dire. Puis il y a eu la droite classique et une gauche socialiste, républicaine, qui avait son étiage et qui pouvait donc, en fonction des moments politiques, passer ou pas passer la barre et gouverner la ville. Donc ce sondage qui montre à peu près ça. Alors le RN habituellement, à Aix-en-Provence, et je le dis c'est simplement factuel, a toujours été plus faible
à Aix que dans les 2 autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a un Vous prisme. avez une explication Je pense que c'est lié à la fois à l'histoire l'histoire de la ville, et c'est lié aussi au fait que sa sociologie fait qu'elle est moins perméable à cette forme d'idée. Dans le sondage dont vous parlez pas aussi de l'extrême gauche, qui, à mon sens, est assez élevé. Si on additionne... Vous parlez de Révolution écologique pour le vivant. Et de LFI, parce que quand on additionne les deux, ça fait un score qui est 17%, qui est un peu au-dessus, là, de l'étiage plutôt, c'est plutôt entre 12 et 15 pour LFI. Donc là, ils sont un peu au-dessus. Je ne sais pas si ça s'avérera exact, mais en tout état de cause, voilà, ça c'est un peu haut. Mais sinon, la répartition, le RN, lui, franchit un cap, puisque souvent il n'atteignait pas les 10, ou alors il dépassait à peine les 10%. Là, il est très haut. On verra ce que diront les résultats. Mais et après que le maire sortant soit en tête, c'est pas étonnant. Voilà, c'est assez classique. Quelle que soit d'ailleurs la couleur politique, que le maire sortant soit en tête, c'est plutôt naturel, on va dire. Est-ce que dans le cas notamment de Aix-en-Provence, est-ce que on peut expliquer ça aussi est-ce qu'on peut expliquer ça en partie par le fait qu'elle a récupéré le mandat de sa mère Maryse Joissaint? J'imagine que c'est un lien très clairement. Parce que Maryse Joissaint était au pouvoir depuis 2001. Oui, elle a été 20 ans maire. Ouais. Elle a été réélue 5 fois, 4 fois officiellement, et la 5e parce qu'il y a eu une annulation en 2008. Et elle a été réélue en 2009. Mais donc, si on additionne, elle a été réélue 5 fois. Enfin, élue et réélue 5 fois, mais 4 officiellement, puisque il y a eu 4 mandats. La réalité, c'est que, oui, on peut... Et puis, il faut rappeler que la famille Joissaint, il y a eu Alain de 78 à 83, Alain Joissaint qui a été maire aussi. Il y a un lien charnel et particulier avec pas tout le monde, mais avec une partie des Aixois, avec la famille Joissaint, avec les Joissaint. Certains trouvent que c'est mal, d'autres trouvent que c'est bien. La réalité, c'est que c'est un fait. Voilà. Et le fait que Sophie, maire de Joissaint, aujourd'hui maire d'Aix-en-Provence depuis 2021, elle est sortante pour ceux qui ont été sondés, en tout cas. D'accord. Lors de notre entretien, quand on a préparé, lors de la préparation de cette interview, vous avez confié que ces élections, il fallait prendre en compte le fait que les enjeux dépassaient le cadre de la commune. Pourquoi est-ce que, selon vous, ces élections dépassent cet échelon? Parce qu'il y a un fait qui existe depuis 2016 maintenant, mais qui a été impacté en 2020 par le Covid, etc. Mais c'est qu'en réalité, qu'il y a un échelon qui est celui de la métropole, et puis la suppression de la taxe d'habitation qui a réduit l'autonomie fiscale des communes, en général, de toutes les communes, au demeurant. Et donc, on se retrouve avec aujourd'hui des enjeux qui font qu'une commune ne peut plus travailler seule. Voilà. Elle a l'intercommunalité, la métropole d'ailleurs, qui regroupe 92 communes sur 119 dans le département des Bouches-du-Rhône, avec Marseille qui a un poids prédominant en termes de population, puisque ça représente quasiment près de la moitié des habitants des Bouches-du-Rhône qui habitent Marseille, donc un nombre de sièges important, et puis les autres collectivités, que sont le département et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec lesquelles aujourd'hui les communes ne peuvent plus travailler sans ces partenaires. Et l'État, évidemment, qui joue un rôle prépondérant également. Donc aujourd'hui, dans une élection municipale, qu'on soit dans une grande ville ou dans une petite ville, alors c'est encore plus prégnant pour les petites communes qui ont plus besoin de leurs partenaires parce que leurs ressources financières sont faibles. Dans une commune comme Aix, les ressources sont un peu plus élevées, mais néanmoins, ce partenariat est obligatoire. D'accord. Justement, peut-être pour revenir sur cette dynamique d'échelon, est-ce que vous pourriez, parce que je pense que pour beaucoup, ça paraît flou, ces dimensions, notamment communes, métropole, département et région. Quelles sont les prérogatives de chacune, ou du moins les... Alors à la louche, j'espère que les experts de droit public et de collectivité territoriale ne m'en voudront pas d'être un peu légers, mais la réalité c'est que si on veut expliquer, il faut simplifier. Voilà. Alors en gros, vous avez des compétences qui sont communales. Parmi celles-ci, sur une ville qui a une compétence un peu générale. Donc une commune peut s'occuper de tout, si elle le peut ou si elle le veut. Et la réalité, c'est que
L'essentiel de ces compétences, notamment, par exemple, ce sont les écoles primaires et maternelles, les écoles publiques, dont elle a de la charge de l'entretien. Certaines communes ont la voirie, donc l'ont transférée à la métropole ou au département. Certaines communes, vous avez des parties sociales, vous avez à Aix un CCAS, un centre communal d'action sociale. Donc tout ce qui est la vie quotidienne, la vie de tous les jours des citoyens, les cantines scolaires, enfin tout ça est géré par la commune, les équipements sportifs, les clubs, l'aide aux clubs, etc. Vous avez la compétence intercommunale, celle qui prend une échelle. Par exemple, pour prendre un exemple clair, les transports publics ne sont plus de la compétence d'une commune. Quand vous êtes dans une intercommunalité, les transports publics, c'est la métropole. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, mais dans d'autres départements, c'est d'autres intercommunalités, les transports sont de la seule compétence métropolitaine. De la même manière, le département a la compétence sociale, le RSA par exemple, ou les collèges. Voilà, le département s'occupe des collèges. Vous en avez un certain nombre à Aix et partout dans le département. Ils en construisent, ils en rénovent, ils en réhabilitent. Et puis la région, pour prendre les trains, il y a essentiellement les TER, les trains, les transports régionaux trains. Zou, par exemple. Ça, Zou, c'est aussi les bus. C'est aussi les cars, les cars interdépartementaux. Vous avez aussi les trains, ce qu'on appelle les TER sur les voies ferrées des 6 départements. Vous avez également les lycées qui sont de la compétence, par exemple, du conseil régional, de compétence obligatoire. Voilà. Donc, quand vous avez ces répartitions-là, mais chacune de ces collectivités ou de ces intercommunalités ont des compétences qu'elles ont décidé de s'attribuer elles-mêmes. Et si je prends un exemple un peu courant ou un peu commun, par exemple en matière sportive, chacune d'entre elles intervient. Et vous avez beaucoup de clubs, par exemple, sportifs, qui demandent des subventions à la commune, puis au département, puis à la métropole, puis à la région, en fonction de leurs activités, de leurs besoins et autres. Donc vous avez ces espèces d'enchevêtrement de compétences sur un certain nombre de thématiques, et donc qui font qu'à la fois tout le monde doit un peu travailler ensemble pour pouvoir s'en sortir. Très bien, merci pour ces précisions. En tout cas, c'était J'espère que je suis clair. Effectivement, c'était très clair. Je suis un peu trop clair ou peut-être un peu trop rapide dans mes explications. Mais non, mais l'idée est là. En tout l'idée cas, voilà. L'idée, c'est de faire comprendre qu'il y a une intercommunalité. Oui. Alors certains, quand on se met sur une partie critique, expliquent que c'est ce qu'on appelle le millefeuille territorial. Voilà. D'accord. Oui, ils reprochent justement qu'il y ait trop d'interventions croisées et qui font que c'est une perte de temps, une perte pour des dossiers, et parfois certains disent que c'est une perte d'argent puisque tout le monde veut s'occuper de tout. Voilà. Justement, pour revenir sur la commune d'Aix-en-Provence, quels sont les enjeux ou en tout cas les pouvoirs qu'elle a perdus au fil des années? Est-ce que déjà elle a perdu des compétences? Et si oui, lesquelles? Alors, il y a eu 2 étapes. Il y a eu la première étape qui était celle de l'intercommunalité. Vous aviez la communauté du Pays d'Aix qui avait été créée, puis qui s'était agrandie jusqu'à 36 communes. Et puis, elle a été supprimée pour que toutes ces communes soient transférées à la métropole. Mais il y avait sur la partie collecte, par exemple, la partie collecte des déchets, c'est pas la partie nettoiement. Et vous avez, par exemple, la collecte, c'est la métropole, le nettoiement, c'est la ville. De la même manière, vous avez sur la partie voirie, la ville d'Aix-en-Provence, parce qu'elle a souhaité ainsi, gère sa voirie communale, mais les voiries qui sont sur les pôles d'activité d'Aix sont de la compétence métropolitaine. Donc les routes, par exemple, à l'intérieur du pôle d'activité, il y a un certain nombre de kilomètres, sont gérées par la métropole. Mais la voirie communale est gérée par la commune. De la même manière, vous avez eu un sujet, la ville d'Aix-en-Provence a souhaité récupérer un certain nombre d'équipements qui avaient été transférés à la métropole, je pense, je crois à l'Arena ou aux piscines, par exemple. La ville d'Aix a souhaité récupérer ces piscines municipales et les gérer elle-même en direct, alors qu'elles étaient à l'époque transférées à la métropole. Voilà. Et donc c'est directement auprès de la métropole qu'elle a fait la demande? Elle a fait la demande, ça a été accepté. Elle a dit, je souhaite récupérer mes équipements, la propriété en réalité et la gestion entière, par exemple, des piscines. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, vous parlez d'intercommunalité. Est-ce que ça fait référence aux EPCI
Est-ce que vous pouvez, on Alors, entend souvent parler, enfin en tout cas dans le cadre des élections municipales, est-ce que vous pouvez peut-être définir alors, parce qu'en fait, il y a terme. plusieurs catégories d'intercommunalité. Vous avez ce qu'on appelle des communautés de communes, et vous avez des communautés d'agglomération, selon les noms. Donc, c'est en fonction de la taille, de la loi, des compétences qui ont été faites. Pour ce qui concerne la métropole Aix-Marseille-Provence, elle a eu une loi spéciale, entre guillemets. Et donc, le fait de regrouper les 92 communes qui étaient dans 6 établissements publics intercommunaux à l'époque. Par exemple, la CPA, ce qu'on appelait la communauté du Pays d'Aix, c'était un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. C'est ça, le EPCI. Et vous en aviez 6 dans les Bouches-du-Rhône qui ont été fusionnés en une seule, la métropole, Aix-Marseille-Provence. Et dans un premier temps, elles ont été plus ou moins maintenues pour être définitivement supprimées. Il n'existe plus aujourd'hui de territoire. Elles ont été dissoutes dans une seule entité qui est la métropole Aix-Marseille-Provence. D'accord. C'est évidemment la succursale, ou en tout cas l'organisation mère de ces 6 anciennes EPCI. C'est ça, et qui n'existe plus. Donc maintenant, il y a un seul EPCI pour les Bouches-du-Rhône, enfin pour la partie qui est la métropole Aix-Marseille-Provence. Par contre, vous avez, alors ça ne comprend pas toutes les communes des Bouches-du-Rhône. Oui, seulement celles qui comptent la métropole, donc de Istres. Alors vous avez Istres, et vous avez 2 exceptions. Vous avez 2 villes qui ne sont pas dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez Pertuis qui est dans le Vaucluse et Saint-Zacharie qui est dans le Var, qui font partie de la métropole Aix-Marseille-Provence. Tout à fait. Par contre, les autres communes des Bouches-du-Rhône ne sont pas dans cette métropole, par exemple Arles, par exemple, ou Château-Renard, enfin celles qui sont plutôt au nord, et qui, elles, ont des EPCI qui leur sont propres, des établissements publics de coopération intercommunale. Et comment se fait ce choix, justement, de savoir si elles vont avoir une EPCI là, on rentre dans des sujets qui sont un peu plus polémiques ou plus compliqués, mais la réalité, c'est que, voilà, ça n'englobe pas tout. Ça n'englobe pas, c'est en fonction des territoires. Déjà, la métropole Aix-Marseille-Provence est très grande. Voilà. 92 communes, c'est beaucoup, et puis elle a un territoire extrêmement vaste. Voilà. Et justement, par rapport à cette notion d'intercommunalité, qu'est-ce que ça change pour le rôle du maire ? Alors l'idée, le maire, si vous voulez, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Le maire, chez lui, quelque part, décide avec son conseil municipal, son équipe, de ce qui relève de sa compétence. Quand vous avez des compétences qui sont partagées, le rôle est un peu plus dilué, un peu plus difficile. Alors, et c'est là où, parfois, certains se plaignent, et ce n'est pas spécifique à ici, c'est dans toute la France, que parfois les décisions s'éloignent un peu quand on est dans une intercommunalité ou quand on est un maire tout seul dans un petit village. C'est compliqué de siéger, c'est compliqué de se faire entendre. Voilà, c'est un peu ce qui revient de temps en temps chez les élus locaux, en disant que ça a un peu éloigné les choses. Bon, après, il y a eu d'autres avantages qui font que c'était l'idée une volonté d'avoir un territoire qui soit cohérent. Et donc, il y avait une volonté de mettre en place des politiques publiques qui soient au-delà de l'échelle communale. Certains disaient que, par exemple, c'était stupide d'avoir des frontières, que le camion poubelle s'arrête là au lieu de continuer, alors qu'il y a une frontière administrative. Voilà, donc il y avait des motivations à l'idée de mettre des compétences en commun. La question du volontariat au départ a été posée. C'était un peu les lois Chevènement qui disaient que c'était un peu volontaire, et il y avait une espèce de carotte en disant si vous vous mettez en commun, on vous donne un peu plus de sous dans la dotation globale de fonctionnement pour les communes. Voilà, il y avait, c'était les premières lois. Bon, après, il n'y a pas eu de bâton, mais après il y a eu des lois qui se sont imposées. Bon, c'est un peu différent aujourd'hui. Finalement, il y a un peu comme une sorte de transformation où le maire, maintenant, il devient peut-être plus un négociateur institutionnel que le simple gestionnaire local qui pouvait être auparavant. En fait, la vérité, c'est qu'il fait les deux maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il n'avait qu'un seul rôle, qui était celui du gestionnaire, de la baie, et que maintenant, il doit aussi négocier avec les autres communes. Exister, il y a des arbitrages qui doivent être rendus, et c'est d'autant plus difficile que un des enjeux aussi des municipales au sens large, c'est aussi l'argent public. C'est-à-dire que les recettes sont divisées. On a l'autonomie fiscale des collectivités territoriales a été
rogné extrêmement fortement. Vous avez certaines collectivités qui avaient des recettes propres. Je prends l'exemple de la vignette auto quand il y en avait une pour le département, mais la taxe foncière pour les communes. Aujourd'hui, quand vous supprimez la taxe d'habitation, vous supprimez des recettes. Vous avez supprimé des recettes qui étaient propres à chaque commune. Voilà. En fonction du fait que le maire construisait ou pas, bâtissait ou pas, s'il y avait plus d'habitants qui arrivaient, il y avait plus de taxes d'habitation qui rentraient, et ça lui faisait une recette qui lui a été enlevée. Voilà. Alors, vous avez des chiffres, notamment pour Aix-en-Provence ? Non, je n'ai pas des chiffres à ce point-là, parce que d'abord, je n'ai pas les détails, mais c'est l'idée d'expliquer que l'autonomie fiscale des collectivités, c'est d'ailleurs sur le site de l'Association des maires de France, explique qu'il y a eu vraiment qu'il y a un vrai souci sur cette autonomie fiscale. D'accord. Et quand l'État est en difficulté, je pense que vous avez entendu les débats budgétaires qui ont eu ces derniers mois, oui, qui était question de rogner 4 milliards, 5 milliards, 3 milliards aux collectivités locales. Si l'État vous enlève 3 milliards, 4 milliards, ça se répercute sur toutes les communes, sur toutes les collectivités. Et donc quand vous n'avez plus votre propre recette fiscale à vous, mais que vous dépendez de celle des autres, à ce moment-là, si on vous les enlève, vous les avez plus. Quoi, voilà. C'est ça, c'est un peu plus compliqué. Très bien. On disait tout à l'heure que vous êtes chargé de mission à la mobilité pour la métropole. Pour ces élections municipales, c'est vrai que la thématique du transport revient très régulièrement. Oui. Quel est votre regard sur Alors, si vous le permettez, comme je suis concerné, je ne vais pas répondre à cette question-là, parce que je ne vais pas laisser... je ne vais pas répondre. Après, la question de la mobilité des transports, c'est un enjeu très important, mais ça revient un peu à ce que je vous disais. La compétence n'est plus communale. Et du coup, elle relèverait plus de la métropole. Elle est de la métropole. Et du département pour certains points, et de la région pour la partie voie ferrée, par exemple. Donc ça, c'est là où le maire, quelle que soit son étiquette politique ou ses orientations, peu importe, doit discuter de ce qu'il souhaite et de ce qu'il veut et de ce qu'il souhaite obtenir ou de ce qu'il peut obtenir. C'est vrai que c'est une compétence qui a été transférée totalement. Très bien. Vous vous occupez de la thématique du transport, mais vous vous êtes également occupé de l'aménagement urbain. Oui. Est-ce que à l'époque, quand j'étais élu, oui. Quand vous étiez élu, sans parler concrètement, mais actuellement, comment est-ce qu'on peut concilier l'attractivité avec les aménagements, Alors, c'est toujours pareil. Quand vous êtes soit vous considérez que votre ville doit se contenter, entre guillemets, de ce qu'elle a, si je caricature un peu mon propos, et soit vous dites que vous êtes dans une logique de développement. La particularité d'Aix, en fonction de la taille de la commune, en fonction de la taille de ce que vous avez comme foncier, de ce que vous avez comme ambition, vous êtes soit dans une logique de développement, soit dans une logique de gestion. Et là, c'est vraiment des choix qui sont faits par les maires et par les candidats. Certains disent ce projet-là, j'en veux pas, celui-là, j'en préfère un autre. Peu importe. La réalité, c'est que je n'ai jamais vu de ville prospère sans développement. D'accord. Voilà. Sans aménagement urbain. Si on m'explique qu'une ville peut prospérer en perdant des habitants, moi, je n'y crois pas trop. Voilà. Mais si on me démontre le contraire, je veux bien l'entendre. Mais et sans rentrer dans aucune polémique aucune, simplement, voilà. Alors, certains disent que ce modèle-là, disent que c'est un modèle qui consomme de l'espace, qui pénalise et autres. Mais la réalité, c'est qu'après, si vous avez une ville qui perd des habitants, vous avez un risque, je ne dis pas que c'est sûr, mais vous avez un risque d'appauvrissement généralisé. Donc la question, c'est de trouver un équilibre entre un développement, je dirais, économique, écologique, environnemental, qui respecte un peu qui respecte à la fois l'équilibre de la vie, l'équilibre naturel, mais sans que ça puisse empêcher le développement. Voilà, c'est ça la question. Vous avez des débats sur l'attractivité d'Aix ou pas d'Aix. Est-ce qu'il y a trop de touristes, pas assez de touristes? Vous en avez, certains disent qu'il y en a trop, d'autres disent qu'il y en a suffisamment, d'autres disent qu'il en faut un peu plus. Ça, c'est les électeurs. Chacun, voilà, c'est les électeurs qui décideront. La question, c'est que, voilà, moi, vous me posez la question à moi en me disant, je pense qu'une ville qui ne se développe pas à minima, c'est le risque de s'appauvrir. Voilà.
Très bien. Tout à l'heure, vous parliez d'autonomie fiscale, notamment par rapport aux prérogatives de chacun entre la commune et la métropole. Est-ce que vous voulez peut-être nous en dire un peu plus aussi sur le nombre d'élus par rapport à la représentation d'Aix-en-Provence et la représentation de Marseille, par exemple? Je vais vous dire ce que je sais. Ouais. Je sais, c'est que les choix qui ont été faits dans la loi ont fait que pour la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est au nombre de la population. Quand vous avez une ville qui vous représente la moitié, ou quasiment, du nombre de communes adhérentes, elle est très représentée, ce qui est assez logique si c'est sur le plan démographique. Vous parlez de Marseille, du coup. Marseille, oui, qui a 108 élus, je crois. Aujourd'hui, et la ville d'Aix, c'est la deuxième ville en termes de population, elle passe à 17. Voilà. Toute étiquette confondue, hein, c'est-à-dire c'est au global. Hein. Après, il y a les répartitions internes, mais ça, je ne rentre pas dans ces détails-là en fonction des choix politiques. Ou des majorités ou des groupes politiques qui se constituent. Mais en gros, Marseille a 108, Aix a 17 élus, je crois que Vitrolles en a 5 ou 6, et puis après, Vitrolles, Miramas, ils en ont plus qu'un. Et après, tous les autres maires sont représentés par un BEM. Alors, soit c'est eux, soit c'est un de leurs adjoints qui désigne, mais il y a un seul représentant qui siège. Et autour, vous avez 240 élus qui siègent au conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence. Très bien. Qu'est-ce que cela dit des enjeux justement de la représentativité selon vous? Est-ce que 17 c'est suffisant pour une ville comme Aix-en-Provence par rapport à 108 Alors certains, moi je ne trancherai pas, vous comprendrez pourquoi. Je dis simplement que certains ont essayé de défendre d'autres points de vue à l'époque, je parle à l'époque, et que ça a été tranché sur la partie démographique. Certains, par exemple, demandaient à ce que le poids économique soit aussi pris en compte. Bon, ça n'a pas été retenu par la loi, donc... Voilà, fini. Et c'est comme ça. Après, voilà, après, il y a l'intelligence de la discussion, l'intelligence c'est pas évident, hein, donc c'est pas simple, mais c'est une grosse machine, et cette grosse machine, elle fonctionne. Voilà. Pour revenir sur la thématique des élections municipales à Aix-en-Provence, selon vous, quels sont les enjeux majeurs de ces élections de 2026 ? On entend beaucoup parler de sécurité, de mobilité, de logement. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça a toujours été les mêmes thématiques depuis longtemps. C'était déjà les transports, la mobilité, à l'époque on appelait ça la circulation. Oui, que les thématiques changent, mais le fond il reste le même. Ouais. Transport, logement, sécurité aussi. Alors moins qu'avant, parce qu'avant, la société était, à mon sens, pas aussi violente ou aussi dangereuse, mais en tout cas, il y avait déjà ces thématiques qui étaient présentes. L'urbanisme, c'était un enjeu aussi, l'aménagement urbain, l'environnement aussi était un enjeu important. Donc, tout ça fait que c'est des thématiques qui reviennent. Voilà. Aix a la particularité d'être à la fois une ville étudiante, une ville de cadre supérieur, mais aussi une ville qui a des populations en difficulté et des populations qui sont aussi qui ont des besoins qu'il faut à la fois servir et assouvir, et tout ça fait un équilibre. Bon. Pour les enjeux municipaux aixois, ces thématiques, chacun va défendre son point de vue et ses combats. Ce qui est normal, c'est une démocratie. Les thématiques sont souvent les mêmes. Après, les électeurs, ils ont un ressenti. Soit, en gros, ils se disent, grosso modo, on vit plutôt bien à Aix, et on verra bien, et continuons comme ça. Soit ils disent, il faut un changement, parce qu'on n'est pas bien. Et ça, on le saura le 15 et 22 mars. Très bien. Dernière question, peut-être un peu générale, mais qui va faire appel à votre avis, à votre opinion. Selon vous, qu'est-ce qui pourra être un bon maire ? Qu'est-ce qu'il faut ? Quelles compétences sont nécessaires pour, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, pour 2026 ? Je crois que la première des choses, quelles que soient les étiquettes politiques, quelles que soient les opinions politiques, c'est d'abord aimer les gens. Je crois que c'est ça, surtout. Il faut aimer les gens. Il faut aimer s'occuper d'eux. Si vous n'aimez pas ça, faites pas ça. Très bien. Je pense qu'on terminera sur cette note positive. Merci. Monsieur Galès, merci beaucoup pour cet entretien. On arrive au terme. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Votez pour qui vous voulez, mais allez voter. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Galès. Merci à la régie. Merci à vous, chers spectateurs. Merci à vous. Merci à tout le monde.
Eh ben, merci et on se retrouve ici très bientôt sur ce plateau avec de nouveaux invités. Au revoir.